sais, ce que je disais dans Double ta valeur, c'est que le simple fait de te voir sur le podium ou de te voir dans une belle voiture ou de te voir dans un bel appartement, oui, ça peut être bon pour te donner une petite motivation à court terme basée sur le statut, basée sur le prestige. Puis, by the way, ça veut dire que le simple fait d'avoir une plus grande testostérone dans ton corps, que ce soit à travers ton alimentation, ton sommeil ou le fait que tu t'entraînes, fait en sorte que tu désires avoir des objets de statut social de façon supérieure à la moyenne. Oh, oui. Fait d'être motivé à aller chercher des choses, ça peut être aussi d'optimiser en fait ton alimentation puis ton style de vie pour maximiser ta production de testostérone. Puis ça, c'est aussi vrai pour les femmes que pour les hommes. Puis ça n'en prend pas beaucoup de testostérone chez une femme pour faire une grosse différence dans sa cognition et dans ses habitudes. Donc, ceci étant dit, le statut puis le prestige, oui, ça peut être une bonne motivation à court terme. Puis oui, tu peux l'utiliser. Puis oui, good, fine. Sauf qu'il faut pas être con là-dedans. Parce que si c'est juste la seule visualisation que tu fais, ça va pas faire en sorte que tu vas être meilleur pour performer quand le jour va arriver puis que tu vas devoir performer. La visualisation qui est bonne, c'est lorsque tu vas regarder, OK, mais va falloir que concrètement, il va falloir que tu fasses telle action, te voir en train de faire cette action. Tu visualises autant le résultat final que le processus pour t'attendre à... Pour les gens vont visualiser la belle voiture, mais ils vont pas visualiser le processus, donc le grind. Une des façons mettons que tu vas arrêter de boire, tu vas arrêter de fumer, tu veux commencer à t'entraîner ou peu importe. Il faut que tu visualises c'est quoi les triggers, les déclencheurs de comportement et que tu te donnes des solutions. Comment est-ce que tu vas réagir dans cette situation-là, mais que tu sais rendu là. Fait que c'est comme une espèce de pratique pour faire en sorte que tu sois capable de garder le contrôle lorsque la situation se présente parce que tu l'as déjà vécu dans ta tête, tu sais quoi faire. C'est ça l'avantage de la visualisation. Ouais, c'est ça, de préparer les différents scénarios et d'être prête à toute éventualité. Ouais, mais en même temps, il ne faut pas devenir fou avec ça non plus. Là. C'est ça, là. Tu peux pas tout prévoir, mais je pense que c'est bien de... Si tu aimerais ça, slacker un petit peu de sortir à cause que tu sors trop, ça c'est un problème que j'ai déjà eu. Tu te dis, quand le monde est texte, mais juste te pratiquer à dire non, à soir, je me couche de bonne heure. Puis de se dire, puis que quand tu prends la décision en fin de semaine, je sors pas, puis je travaille, mais de actuellement fermer les yeux, imaginer le scénario, imaginer les émotions que tu vas ressentir lorsque cette situation-là va se présenter. Et de te voir en train de faire le résultat, et non seulement de te voir en train de faire le résultat, mais d'associer ça positivement avec le résultat du comportement positif. Fait que là, tu peux peut-être t'imaginer sur le podium, OK? Mais visualise la pratique. Okay. C'est vraiment important. Nice. Sinon, c'est quand que tu as commencé à lire? Premier livre intelligent que j'ai lu, j'avais chanson à 4. Oh boy. J'ai jamais partagé ça dans une entrevue, mais je pense que c'est quand même cute, là. Plus que ça fait longtemps que ça arrive, plus que je me prends une certaine distance de ça. Mais j'étais pas très bon avec les filles au secondaire. Puis il y en avait une, elle m'avait vraiment brisé le cœur. C'est mon petit crush d'enfance. Et puis j'aimais beaucoup Alice Cooper. Et j'écoutais No More Mr. Nice Guys. Okay. Parce que j'étais fâché, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai été checker les lyrics sur Google. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle No More Mr. Nice Guy de Dr. Glover. C'est un psychologue qui se spécialise dans le syndrome du nice guy. Qui est It's a Thing. Ouais. C'est quoi, justement, parlons-en du Mr. Nice Guy, c'est quoi le côté négatif, justement, d'être trop gentil? J'imagine que ça a changé un peu ton approche avec les gens, tes relations avec le c'est un livre qui est assez profond. Dans le fond, c'est comme... Lui, il y a une thérapie qui est spécialisée pour ce genre de choses-là. Dans son livre, il fait faire la thérapie, en fait, seul. Puis, ce qui se passe, tout simplement, c'est que mettons qu'on regarde en psychologie, tu as des traits de personnalité qui sont reconnus et qui sont comme utilisés dans la plupart des études comme métriques de base. Bon, on appelle ça le Big Five. Probablement que tu es déjà familier avec ça si tu es un petit peu Jordan Peterson. Dans le Big Five, tu as assertiveness, qui est à quel point est-ce que tu es capable de dire non aux gens. Puis dans mon livre, de ta valeur, dire non, c'est une grosse partie aussi de ce que je pense qui est important de maîtriser pour être capable d'aller réclamer le pouvoir que tu as. C'est de dire non, fondamentalement. Donc, quand tu quand tu te laisses trop piler sur les pieds, ben, tout simplement, c'est que dans cette dimension psychologique-là, ben, tu es trop loin sur l'échelle de c'est quoi la dimension que j'ai nommée tantôt? L'affirmation, si on veut. Assertiveness? Pas assertiveness, mais le contraire de assertiveness. En tout cas, quand tu es très, très bas sur l'échelle du assertiveness,
Puis en fait, tu dis oui à tout puis à tout le monde par mhm. peur de déplaire, mais ça a des conséquences hyper négatives, autant au niveau de ton humeur que des résultats que tu vas avoir dans ta vie professionnelle. Puis cette métrique-là est négativement corrélée à combien d'argent est-ce que tu vas faire dans la vie. Fait que parce que tu suis l'agenda des autres, dans le fond. Oui. Tu suis pas ton propre agenda. C'est que tu dis oui à tout, puis tu suis les circonstances de la vie. Puis, Exact. Le assertiveness training est la chose la plus importante qu'une personne peut faire pour être capable d'augmenter son revenu dans la vie. Si tu es le genre de personne qui se ramasse toujours à dire oui à tout et de jamais être capable de mettre ton pied à terre et de dire non, oublie ça. Tu réalises pas grand-chose. Puis moi, j'ai été capable de régler ce problème-là de bonheur dans ma vie quand j'avais à peu près 16 ans à cause que je m'étais fait dire non par une fille puis j'étais triste puis ça allait pas bien et sans le savoir, ben ça fait en sorte que plus tard, ben j'ai pu me lancer une entreprise pour faire plein d'argent pour être capable d'avoir des filles. C'est ça. Puis maintenant, c'est ça. Faut que tu dises non, là. T'as pas le choix parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, c'est ça, right? C'est ça fait. Mais, écrivez-moi pas, ça sert à rien, je vais dire non. Mais là, ok. Sinon, à part de ça. On dirait la question c'était c'est quoi le premier livre que tu as lu? Fait que c'est ça que j'ai lu. Et ensuite de ça m'a débarré sur toute une espèce de trolley de livres de développement personnel. Que je me suis rentré dans cette industrie-là. J'ai lu tous les grands classiques qu'il y avait à lire, je les ai tous lus. Je lisais un livre par semaine. Quand tu as 17 ans, 16 ans, lire un livre par semaine, pas une activité qui est commune. Non, mais on avait ça en commun, ça c'est sûr. De plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui font ce genre d'activité-là, fait que tant mieux. La lecture est rendue plus populaire, si on veut, qu'avant. Merci c'est qui dans le gars Here in My Garage? Ty Lopez. Merci à Ty Lopez d'avoir rendu ça populaire chez les jeunes. Pour toute la merde qu'on peut dire sur lui, il a fait ça, fait que tant mieux. Ben c'est ça, il y a du positif dans tout. Là. Moi je pense que c'est quelque chose qui est important de s'entraîner à voir le positif, même dans des situations négatives. Là. Plus que tu peux t'entraîner à voir le positif quand même, d'une certaine façon. Exact. Sinon, après ça, justement, la lecture, c'est devenu quelque chose que tu fais couramment tout le temps, dans le fond. Il y a des phases dans ma vie où j'ai lu plus. Là, présentement, malheureusement, j'ai pas de... Je suis comme dans une phase que j'ai pas le temps de faire bien autre chose que le développement de la plateforme à trancher, malheureusement. Lire puis écrire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est une activité qui me manque présentement parce que j'ai pas le temps de le faire. Ça va revenir éventuellement. Là. Des fois, c'est des phases. Quand je pars en voyage, je m'apporte tout le temps des livres, puis là, je m'en vais sur la plage, puis ou sur le bord de la piscine, puis à la place de boire, puis faire le party, ben moi, je lis. C'est une autre forme de party, mais c'est le fun autant. Ouais. Puis, OK, fait que la question, justement, à propos de la routine. Ouais. La routine. T'as-tu une routine, toi, dans la vie, justement, où t'es plus un gars qui va avec le flow? J'essaie d'avoir une routine le plus possible. Je suis pas une personne qui est très routinière. Il y a beaucoup de pouvoir dans la routine. Avoir une routine, c'est une bonne chose. Comme, faut que tu aies une routine. Puis il faut pas que tu aies une routine parce que faut que tu aies une routine que tu as designée. Okay, c'est toi qu'il faut crée ta routine, il faut que tu l'optimises. Puis malheureusement, je suis pas une personne qui a une facilité. T'es pas encore rendu là. Tu travailles à établir la routine, mais... C'est parce que je suis très... je travaille en burst sur des choses qui sont tellement différentes. C'est comme récemment, là, on a monté le set qu'on a présentement. Mais ça a été des semaines de 80 heures. Tout le temps, tu batches. Parce que je suis tout le temps ici en train de peinturer, en train de faire quelque chose, de tester des cossins, de tweaker. Fait que j'ai fait ça pendant comme 3-4 semaines. Avant ça, on a lancé un programme d'affiliation sur le site. Fait que là, j'étais comme tout le temps en train de coder non-stop. Mais comme entre ces bursts de travail-là, on dirait que... Ou ce que c'est même pas du travail, pour moi, c'est juste naturel, puis il faut que je le fasse, puis je suis obsédé. Mais j'ai comme des semaines qui sont plus tough, où ce que, pendant 2-3 semaines, j'ai pas le goût de rien faire, t'sais. J'ai vraiment pas le goût de rien faire, puis travailler, mais c'est dur. Fait c'est dur d'avoir une routine. Quand d'un côté, t'es pas capable de t'arrêter, puis quand l'autre, t'es pas capable de commencer. Je me connais, je sais que c'est des cycles. J'essaie de m'imposer une routine parce que je me dis peut-être que si j'ai une routine, ces cycles-là vont peut-être s'affaisser un peu puis je vais avoir un train qui est plus normal. Mais si tu es une personne qui naturellement va être routinière, comme profites-en, c'est pas quelque chose qui est négatif. Puis souvent, on veut qu'est-ce qui est l'envers de la médaille. Fait que quand tu es routinier, tu aimes ça être moins routinier. Quand tu n'es pas routinier, tu aimes ça être plus routinier. Mais comme, pense avec ta tête, là, qu'est-ce qui est bon? Ouais. Optimise tes processus. Fais en sorte d'être va-t'en au gym. Lis, mange correctement, mange tout le temps la même chose,
couche-toi tout le temps à la même heure. Ça, c'est toutes des bonnes habitudes que si j'avais le contrôle à 100% sur moi, c'est sûr que je les aurais toutes d'implémenter. Puis si t'as 3 livres à recommander, tes 3 meilleurs, ce serait quoi, mettons? Pour un gars qui a lu beaucoup... Souvent, ce qui se passe, c'est que tu as un livre qui va avoir beaucoup d'influence sur toi à ce moment-là, à cause du contexte. Fait que, tu sais, je peux donner des livres selon le contexte, mais de dire comme ce livre-là, c'est le meilleur pour tout le monde, impossible à faire. Ça, c'est étant dit. J'ai des livres préférés. Là, le classique. Donc, si tu s'en vas en entrepreneuriat, tu n'as jamais lu Lean Startup, les Lean Startup, comme tes comptes pas le lire. Franchement. Ensuite de ça, bon, si tu veux t'intéresser un peu à la psychologie humaine, Thinking Fast and Slow, je fais souvent référence, c'est une lecture qui est difficile, probablement que tu ne l'aimeras pas. Si tu es allé au complet et tu es le genre de personne qui a les capacités pour, fine, tu vas triper. Mais je pense pas que c'est une bonne recommandation parce que la plupart du monde vont le lire et ils vont faire comme fuck that. Okay? C'est pas un livre qui est facile à lire. Si tu veux commencer à aimer la lecture, tous les livres de Malcolm Gladwell sont super bons, sont bien écrits, sont intelligents, sont réfléchis, ça te porte une belle perspective sur la vie. Lequel ton préféré de Gladwell? En particulier? Ou... Écoute, je les ai tous lus. Outlier est très bon à cause qu'il highlight, il démontre l'importance de la chance dans les histoires à succès qui sont très, 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 très performantes. Dans le sens que dans les succès phénoménal, les Facebook de ce monde. Steve Jobs, etc. Il s'en va à la... Pourquoi est-ce que cette personne a été chanceuse? OK, mais parce qu'il est né dans tel type de famille, il avait accès aux ordinateurs avant tout le monde. Il a été chanceux pas à cause que son produit a fonctionné en 2008, il a été chanceux à cause qu'il est né en 1973. Le timing, les dans cette ville-là, avec ce professeur-là qui a donné la permission d'aller sur l'ordinateur. Tu sais, c'est ça la chance, en fond. Il y a un élément de chance, c'est ça. Mais en même temps, il y a une citation qui dit « Plus tu travailles fort, plus tu deviens chanceux ». Tu crois-tu un peu à ça, toi, de dire plus tu travailles fort, plus tu crées un peu ta chance? Pour augmenter tes pourcentages de chances de gagner à la loterie 649, mais tu as une chose que tu peux faire, tu peux acheter plus de billets. Right? Fait que pour augmenter tes chances de faire de l'argent ou d'augmenter ta capacité à prendre la chance lorsqu'elle se présente à toi, c'est plus ça, dans le fond. Ben, travaille fort, mets-toi de l'argent de côté, fais-toi des contacts, bâtis-toi une réputation. Quand l'opportunité va se présenter, tous les dominos vont être alignés, puis là, tu vas pouvoir être chanceux. Fait que tu peux te préparer à la chance. Mais tu sais, tu forces un peu, si on veut, la chance, d'une certaine manière, parce que tu t'attends pas passivement de dire... C'est ça, il faut jamais que tu sois passif. L'idée, c'est de dire que tu sois chanceux ou pas, tu vas avoir du succès. Mais c'est impossible d'avoir un succès monstre sans chance. Tu peux pas être Elon Musk sans être chanceux. Tu peux pas être Jeff Bezos sans être chanceux. Puis aussi, c'est de se retourner de bord, de regarder que t'as déjà été chanceux par le passé. Okay? Dans le sens que, de un, t'es né. First, t'es né. Okay? Première chose, t'es pas malade. Si t'es pas malade. T'es né au Québec, t'es né au Canada. Né au Québec. Qui est un des les plus... si tu parles en anglais, c'est une chance. Puisque tu as accès à 56% de toute la connaissance sur Terre. Parler en anglais, c'est un bon atout. Financièrement, comme t'es avantagé, même si t'es pauvre, quand t'es au Québec. Je veux dire, t'as accès à Internet à haute vitesse, comme t'as juste à aller dans un café. Tu l'as. Puis t'as toutes les connaissances sur un téléphone. Okay? Chose que tu retournes 10 ans en arrière, les gens n'avaient pas nécessairement. Retourne 20 ans en arrière, la personne la plus riche sur Terre. Mais aujourd'hui, si tu regardes à quoi tu as accès, puis c'est quoi ton levier de pouvoir que tu as versus cette personne-là, tu es plus riche qu'elle. Ben oui. Tu as accès à plus de monde, tu as accès à plus de connaissances, tu as accès à plus de financement, tu as accès à plus d'opportunités, tu as accès à plus de choses. Tu es plus riche qu'une personne ultra riche en 1980. Même si c'est pauvre. OK? Fait que tu es chanceux. C'est quoi la question? Mais on était, je pense qu'on était sur le freestyle, là. Mais, il y avait une question avant ça, je pense. J'essaierai de faire la boucle. Puis... tu parlais des livres, en fait. Mes 3 livres préférés. Fait que je te dirais à quelqu'un, entrepreneuriat et Lean Startup. Tu as différentes dimensions, en fait. C'est pas le livre en particulier qu'il faut que tu écoutes, qu'il faut que tu lises. C'est plutôt un champ d'intérêt dans lequel il faut que tu t'instruises pour être capable d'avoir du succès dans le futur. Fait qu'il faut que tu t'instruises en entrepreneuriat. C'est important si tu veux devenir un entrepreneur. Si tu veux pas devenir un entrepreneur, lis-les pareil. OK? Lis-les pareil. Ensuite de ça, lis un livre d'économie. OK? J'étais gauchiste communiste, là, c'était avant. Parce que le système nous élève de même.
Okay? Moi, quand j'étais au secondaire, ils présentaient Karl Marx comme un héros, puis que son livre, c'est juste les gens ultra intelligents qui sont capables de le comprendre. Puis ils n'ont jamais mentionné que ce gars-là a fait en sorte qu'il y a eu, que les idées de ce gars-là ont fait en sorte qu'il y a eu 100 millions de personnes qui sont mortes dans les 150 années qui a inspiré Hitler, puis ainsi de suite. Ouais, mais c'est plus les goulags, Mao, Staline, puis tous ces trucs-là, c'est comme... On est élevé de façon à avoir une idéologie. Lis un livre d'économie, tu vas comprendre bien les choses. Puis c'est important en entrepreneuriat. À cause qu'il y a bien des choses en entrepreneuriat que si t'es pas le moindrement aware, conscient des différents concepts de base économique, des différentes forces économiques, tu seras pas capable de comprendre puis de prendre des décisions qui vont être novatrices. Ça, c'est vraiment important, l'innovation. Puis justement, une des façons d'aller chercher l'innovation, dans ton livre, tu parlais un peu de ça, de se renseigner sur plusieurs types de sujets variés, supposons. Là, pourquoi tu penses, selon toi, c'est important d'aller justement varier les sujets sur lesquels tu lis ou tu vas t'informer? Je vais revenir à ton truc. Je vais juste finir sur les livres. Fait que dans le fond, fait que là, j'ai parlé de instruis-toi sur l'entrepreneuriat, instruis-toi sur l'économie de façon générale. Instruis-toi également sur les faiblesses psychologiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de discuter dans Double ta valeur de façon assez prononcée. Ouais. Les différents biais qu'on a, les différentes faiblesses qu'on a. Les biais cognitifs, entre autres, justement, la façon que notre cerveau peut comme nous truquer. Ouais, parce qu'on pense que notre cerveau, c'est notre meilleur allié, et c'est pas notre meilleur allié. La seule chose qu'il veut, c'est fourrer, puis dormir, puis manger. That's it. Puis être plus hâte que le gars à côté de toi, la fille à côté de toi. C'est ce qu'il veut. That's it. Il veut avoir un bon statut relatif, avoir des options au niveau de la reproduction, puis être sécuritaire au niveau de ta survie. That's it. Ça sert à ça. Puis les processus sont pas adaptés à notre style de vie. Fait qu'il y a des gens qui peuvent tirer avantage de toi. Tu peux tirer avantage des gens. Ils sont quand même psychopathes. Ouais, c'est ça. Mais c'est important de comprendre un peu la base de ça pour exact. Pour fait que tous les livres de autres, vente, de copywriting, ce genre de choses-là, instruis-toi là-dedans aussi. Le meilleur livre là-dessus, Thinking Fast and Slow, selon moi, où ce qui va en détail voir toutes les différentes... N'importe quel livre de statistiques, dans le fond, va te montrer à quel point t'es biaisé. Fait qu'un bon livre de stats, je dirais, c'est The Drunkard's Walk Through Life. Fait que c'est comme l'impact du randomness à travers ta vie. Puis c'est un très très bon livre aussi d'histoire des statistiques de façon générale. Ça paraît poche comme recommandation de livre, là, un livre c'est stats, là, c'est très bon. Fait que je dirais qu'il y a ces trois areas-là. Ça fait un bon segue dans ton autre question qui est pourquoi est-ce que c'est important de s'instruire sur différentes sphères de connaissances? Ben, c'est simple. Personne n'a la réponse complète à 100% sur un sujet. Tu vas avoir différents points de vue. Non, c'est pas vrai. Oublie ce que je viens de dire. OK? Tu as des réponses qui sont définitives. OK? Ça existe des réponses définitives. Ceci étant dit, c'est pas à cause qu'une réponse est définitive et qu'elle est vraie qu'elle est utile. Puis parfois, vaut mieux avoir différentes réponses qui sont pas nécessairement vraies, mais qui sont utiles, que d'en avoir une seule et d'être borné à savoir si c'est la seule qui est vraie. Parce que tester différentes hypothèses, dans le fond, là, d'avoir plusieurs hypothèses puis de tester, en fait, qu'on ne pas être trop sûr d'une idée ou d'une réponse qu'on a. Il y a deux penchants, mettons, à pourquoi est-ce que d'avoir des connaissances qui sont larges vont être bons pour t'aider dans la vie. Donc, le premier set de réponses, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que l'innovation, c'est ce qu'on parlait tantôt, arrive souvent à l'intersection des champs de compétences. C'est-à-dire que si t'es un joueur de football et que tu fais de la couture, ben, crime! T'es la personne parfaite pour te lancer une ligne d'équipement pour jouer au football qui va être plus optimisée parce que tu sais c'est quoi la réalité d'un joueur, puis en plus tu sais comment le réaliser. Puis c'est capable d'être bon en marketing aussi, puis en négociation, puis en persuasion, puis en entrepreneuriat, puis en fiscalité, puis en comptabilité. Mais là, tu as une business au grand complet, puis c'est capable de faire de la programmation, tu peux faire ton site aussi, tu es capable de tout faire toi-même, puis là, il te manque juste un peu de temps, puis tu deviens riche. That's it. OK? Fait que, au côté entrepreneurial, ça, c'est cool. L'autre côté, ce que j'ai dit, c'est pas parce que c'est vrai que c'est utile. On peut revenir au livre Thinking Fast and Slow, ou le modèle que Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a gagné le prix Nobel, qui est un économiste, qui a gagné un prix Nobel
Donc, qui est un psychologue qui a gagné un prix Nobel en économie. Fait que, tu sais, c'est pas à tous les jours que ce genre de choses-là arrive, que quelqu'un dans une compétence va gagner un prix Nobel dans une autre compétence. Le monde n'est pas content d'habitude parce que c'est comme... c'est compartimenté. Bref. Fait que lui, la Prospect Theory qui enseigne à l'université, il dit dans son livre, elle n'est pas vraie, elle n'est pas complète. On pourrait la rendre complète, sauf qu'elle ne serait pas pratique. Parce que les gens ne pourraient pas l'avoir dans leur tête, ne pourraient pas l'utiliser pour informer leurs décisions. Donc, on a volontairement fait en sorte qu'elle ne soit pas vraie à 100% pour qu'elle soit plus utile. Parce que c'est pas important tant que ce soit vrai. Ce qui est important, c'est que ce soit utile. Que ça marche. Fait que, admettons là, que je me dis, bon, mais moi, je crois pas aux esprits. Ou je crois pas à l'énergie. Mais je crois à l'énergie parce que j'ai des lumières. OK? L'énergie, ça existe. Elle est là. OK? Mais l'énergie féminine, l'énergie masculine, ce genre de choses-là, ces concepts-là, OK? Ça n'existe pas. Je suis désolé pour tout le monde qui écoute, qui sont spirituels. C'est de la bullshit. C'est pas vrai. Ceci étant dit, croire que ça existe, puis se dire, moi, je suis une personne qui est très attirée vers l'énergie, comme, mettons, on prend Jordan Peterson, lui, c'est l'ordre puis le chaos. OK? Il prend ça c'est un taoïste, il prend ça justement du yin-yang, ordre, chaos. T'es une personne, il y a une espèce d'énergie d'attraction des deux côtés où ce que l'ordre te fait une promesse, le chaos te fait une promesse, puis tout est comme déchiré entre les deux. Puis moi, je suis une personne qui est très, très ordonnée. Le chaos m'attire énormément. Fait que, mettons, dans mes relations de couple, une fille qui est comme très chaotique dans sa vie, puis qui se laisse aller, puis qui fait plein d'expériences weird, puis comme on s'en fout, ça m'attire. Hein? Ça te complète. Mais de savoir que ça existe, puis de savoir que j'ai une attirance envers l'énergie du chaos, mais ça peut peut-être faire en sorte que ça va m'informer dans mes décisions de Ali, c'est peut-être pas une bonne chose. Même si ça it feels good, doesn't mean it's good. Right? L'énergie n'existe pas, mais elle est pratique. Tu peux pas la voir, mais tu sais qu'elle est là. Non, elle n'existe même pas. Elle n'existe pas. Mais avoir le concept dans ta tête c'est comme une espèce de filtre, une map que tu rajoutes par-dessus, sur laquelle tu te dis, OK, mettons que je prends ma map, mon chapeau, ma map ésotérique, puis je la mets sur la réalité. Qu'est-ce que cette map ésotérique-là me dit? Cette map-là, qui est complètement fausse, t'amène quand même à des décisions qui sont plus vraies que celles que n'importe quelle autre map qui existe, qui sont peut-être plus adaptées scientifiquement, pourraient t'apporter. Tu vois ce que je veux m'en venir avec ça? Ouais. Puis tu trouves-tu que récemment, justement, la science puis la spiritualité commencent un peu à converger d'une certaine façon, que tu sais, la science prouve de plus en plus de concepts, justement, que tu peux influencer ton corps avec la science pensées, prouve jamais aucun concept. Je veux juste mettre ça au clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la science, entre guillemets, pour dire les scientifiques, first, quand tu dis ça, en partant, tu viens de me mettre off. Les scientifiques ont prouvé. Oh, si bon, t'es rendu à 2 strikes. OK, qu'est-ce que tu vas dire? C'est mal parti. On prouve rien en science, on fait juste ne pas falsifier, dans le fond. Fait qu'on n'a pas l'égard de falsifier cette hypothèse-là, donc elle est probablement vraie. That's it. Alright. Mais l'idée de dire, oui, OK, il n'y a pas juste, mettons, ton corps, être capable d'affecter ton corps via ton esprit, ce genre de choses-là, via comment est-ce que tu réfléchis, etc. Mais oui, c'est sûr que c'est interconnecté. Ils sont pliés ensemble. Qu'est-ce que tu penses justement des expériences de mort imminente, par exemple? Il y en a une couple d'histoires comme ça de gens justement qui sont morts cliniquement. Là, que les médecins les ont classés comme morts, mais qu'eux racontent qu'est-ce qu'ils ont vécu, racontent des conversations qui se sont passées dans une salle à côté, supposons, des trucs comme ça. Penses-tu que ça peut exister ou toi, selon toi, c'est complete bullshit? Non, je suis jamais mort. Ouais, je sais pas. On sait pas. C'est ça, on va voir rendu là. Ce qui se passe quand tu meurs, première affaire qui arrive, c'est que tu as un timer qui part. À cause que tes cellules ont besoin d'oxygène pour être capable de survivre, tu as une quantité X d'oxygène qui est dans ton sang. Cette quantité d'oxygène-là va tranquillement, sur genre 1 minute, commencer à se vider, aller dans tes cellules, puis à partir de ce moment-là, tes cellules commencent à mourir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas capable de prendre quelqu'un qui est mort. Mettons, la personne en meurt, là, on le met dans de quoi de froid, là, on le cryogénise pendant qu'il meurt. Si on essaie de le réanimer, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ses cellules sont mortes. On peut pas les réanimer. Ils sont mortes. Sinon, ça serait facile.
Ça serait super simple. Quelqu'un a une crise de cœur, OK? Le gars, il est mort, c'est pas grave. Tu l'ouvres en deux, tu prends son cœur, tu mets une pompe, tu le zip, tu stacks la pompe, le gars, oh, hey, tabarnak! C'est pas un disque dur magnétique, ça, là. C'est des neurones, c'est des cellules vivantes, un écosystème. Chaque individu est son propre univers. C'est complexe comme rien d'autre. Fait que Mais il y a du progrès de façon exponentielle. Tantôt, on parlait un peu du progrès au niveau technologique. Tu sais, v'là 20 ans, la personne la plus riche au monde avait pas la quantité d'informations qu'on est capable d'avoir accès aujourd'hui. Mm-hmm. De la même façon, si on regarde dans Homo sapiens, la suite Homo Deus, on parle de l'humain qui essaie de devenir un dieu, si on veut. Puis au niveau de la biologie, il commence à avoir beaucoup de progrès, d'être capable de créer des organismes vivants à partir de rien, des scientifiques qui sont capables de justement générer des formes de vie. Tu penses que ça peut nous amener où, justement, selon toi? Là, pas ce qu'on pense. Non? J'ai pas encore lu Homo Deus. Sûrement que tu es familier avec un peu qu'est-ce que Elon Musk propose. Je sais pas si tu as écouté la présentation de Neuralink. Tous ceux qui n'ont pas écouté Neuralink devraient aller écouter la présentation de Neuralink. L'idée derrière Neuralink, c'est... OK, first, avant tout ça, il y a une espèce de tendance à dire que l'humanité est sur le point de se terminer à cause que on va tout à cause de plusieurs raisons. Singularity. On a tout le temps une raison. Que ce soit l'environnement, que ce soit le Ragnarok, que ce soit Dieu qui va se pointer puis qui va nous châtir pour nos péchés. Peu importe, c'est naturel chez les êtres humains d'être captivés par les idées de fin du monde. Je sais pas, à cause que fondamentalement, on pense qu'on mérite pas d'être vivant ou quelque chose dans le genre. Fait qu'on est captivé par ces idées-là. Ouais. Une de ces idées-là, c'est la singularité. Bon, singularité, c'est quoi? C'est un point avec... Mettons, tu prends une variable X, puis tu la multiplies par 2 à chaque itération, ben, un moment donné, tu vas te rapprocher de l'infini de façon infinie. Right? Fait qu'il y a 2 singularités qui existent physiquement. Il y a les trous noirs et le Big Bang. C'est 2 singularités qu'on connaît. Puis il y en a une autre qui est une singularité d'information. Cette singularité d'information-là, c'est tu prends une intelligence artificielle qui est capable de s'améliorer elle-même. Donc, elle va devenir de plus en plus intelligente jusqu'à ce qu'elle devienne infiniment intelligente. Fait que ça, c'est la prémisse de base. Prémisse qui est fausse. Mais c'est la prémisse. Donc, Elon Musk, il dit, on va faire une intelligence artificielle qui va être plus intelligente que nous autres. Et une fois qu'on va l'avoir faite, on n'a plus de contrôle sur elle. C'est naïf de penser qu'on va avoir un contrôle sur elle. Puis de penser qu'elle est bien intentionnée aussi. On sait pas. Tu sais, Elon Musk, il parle beaucoup de justement les intentions de l'intelligence artificielle. Fait que lui, il pense que l'intelligence artificielle va nous wiper. Et c'est pour cette raison-là, qu'il a commencé à investir dans OpenAI. OpenAI, qui est un groupe de programmeurs qui font des recherches sur l'intelligence artificielle pour être capable, en ayant en arrière de la tête, comment faire pour s'adapter à ces nouvelles technologies-là, pour faire en sorte qu'elles ne nous tuent pas toutes. Qui est quand même un risque. Ça dépend de ce que tu as pensé. Mais, puis là, il s'est rendu compte, parce que là, il en a commencé à en parler avec les gouvernements, avec les différentes compagnies, il s'est rendu compte que personne n'est intéressé à ralentir le progrès de l'intelligence artificielle. Fait que lui, ce qu'il s'est dit, c'est « If you can't beat them, join them ». C'est là qu'il a investi dans Neuralink en 2016, il a mis 1 million, plus qu'1 million là-dedans. Il a mis beaucoup d'argent là-dedans. Sûrement plus qu'1 million, ouais. Ouais, je pense que c'est probablement 100 parce que j'ai le chiffre 1 en tête, soit c'est 1, 10 ou 100, peu importe. Il a mis beaucoup d'argent dans Neuralink avec une équipe de chercheurs pour être capable de bâtir une interface de communication qui va augmenter le débit d'information qu'on est capable de communiquer avec des infrastructures d'information numérique. Ce qui est à dire, pour simplifier, de développer une chip, puis de plugger ça dans le... Là, tu viens de me voler le punch. Je suis en train de faire mon build-up. Faut que je me encore au podcast. Je suis pas habitué encore. Fait que l'idée, c'est ce qui te limite d'un ordinateur, c'est que tu n'es pas capable de communiquer avec. À cause que là, tu as juste tes 2 mains ou tes doigts sur un clavier. Sauf que si tu serais capable, via la pensée, d'avoir un débit quasiment infini de données, autant d'un bord que de l'autre bord, qu'elle puisse te communiquer avec un débit de beaucoup de données. Puis toi qui gardes de communiquer avec elle avec un débit qui a beaucoup de données, il n'y aurait plus de clash tant que ça, parce que tu serais intégré à l'intelligence artificielle. Fait que c'est-à-dire que c'est comme si on a l'Internet ou toutes les connaissances, si on veut, qui existent dans notre cerveau directement. C'est comme si on téléchargeait ces connaissances-là, right? C'est beaucoup plus... Une forme de... weird que ça. Ça s'en vient vraiment weird. Okay? Parce que quand j'ai vu la présentation de Neuralink,
J'ai fait des cauchemars, j'ai pas les capable de dormir. J'ai pas été. Quand j'ai vu sa présentation, j'étais comme c'est une joke. Demain, c'est sûr que tout le monde en parle. Personne n'en parle. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. En ce moment, là, comme demain, sur Facebook, à chaque fois que je m'en vais sur Facebook, je me dis, Chris, quelqu'un va allumer? Non, personne n'en parle. Donc, l'idée, là, c'est que ta petite chip, t'en as 5, qui te met à des endroits stratégiques. T'as des microfilaments. C'est des petits filaments qui sont plus petits que des neurones, qui va mettre avec une machine qui est capable de détecter tes vaisseaux sanguins et tes neurones. Ça voit les neurones, OK? Ça l'insère les filaments entre tes synapses pour être capable de calculer la différence de potentiel qui est le courant électrique qui est le résultat de la réaction chimique entre les neurotransmetteurs. Donc, tu as de la sérotonine, tu as de la dopamine, tu as de la n'importe quel neurotransmetteur. Ils vont tous avoir un courant électrique différent. Donc, ça donne un accès source aux informations qui sont partagées dans ton cerveau quand que l'information se propage. Puis est-ce que ça donne aussi un accès à dire, OK, je veux plus de dopamine, plus de bonheur, de moins en plus, de moins en plus? C'est ça l'affaire. C'est que dans sa présentation, il dit, cette chip-là, la beauté de cette chip-là, c'est que ça te donne un accès de lecture et d'écriture. En fait, moi, je me suis dit, OK, c'est une joke. Tu veux écrire dans notre cerveau? Puis là, la plupart du monde, ils vont faire comme écrire dans le cerveau. C'est quoi, tu vas comme encoder des souvenirs ou des mémoires? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu as un Game Boy, là. Ça, c'est la manette. C'est la manette de ta console de jeu. OK? Dans la présentation, ils ont donné un exemple gentil. Fait qu'ils ont dit, tu t'en vas dans une nouvelle ville, tu n'es pas familier avec la ville, tu pourrais télécharger l'impression de cette ville-là de la part de quelqu'un d'autre qui habite là-bas. Fait que tu pourrais vendre tes souvenirs, mettons. Right? Fait que vendre une expérience, vendre quelque chose. Mais c'est parce que ce que ça fait, c'est que ça a accès à ton odorat, à ta vision, à ta motricité, à ton ouïe, à ton odorat. Je l'ai déjà dit. Tu cours 5 sens, ça a accès à tout. Fait que, mettons, puis ça, c'est pas juste ça, OK? Cette patente-là, tu as plugué Bluetooth dans ton téléphone. Et, en tout cas, Bluetooth, c'est pas un protocole qui est très sécuritaire. De un, je prendrais pas ça, parce que quelqu'un pourrait te hijacker littéralement. Mais c'est aussi que ton téléphone, lui, après ça, il y a une intelligence artificielle qui décode la signification de la différence de potentiel que la chip détecte dans ton cerveau. Mais cette intelligence artificielle-là n'est pas dans ton téléphone. Elle est sur Internet. Hein? Fait que ton AI devient une espèce d'overlord qui a accès à l'ensemble des sens de tous les êtres humains qui ont cette chip-là sur Terre. Fait que là, on s'approche des science-fiction où est-ce que tu peux lire la pensée de quelqu'un d'autre puis savoir que si j'ai des idées croches... On s'approche pas de la science-fiction parce que on est là. Moi, j'ai une chip, toi, t'as une chip. On peut faire la télépathie, on peut se parler. Pas besoin de bouger les lèvres. Tu peux te faire voir qu'est-ce que je vois, tu peux me faire voir qu'est-ce que tu vois. Moi, première chose que j'ai faite... Ça peut devenir weird, ça. Première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, wow, tu sais, j'ai eu peur, puis j'ai fait des cauchemars. Deuxième chose que j'ai faite, c'est que c'est comme, je me suis dit, imagine baiser là-dessus. Fait que, j'ai mis mon nom pour qu'il m'en pose une. Ça tu t'es inscrit pour ça, pour vrai? Non, c'est juste sur des patients qui ont des maladies au début. OK. J'ai pas encore de maladie, malheureusement. Mais... c'est comme, faut dire que c'est risqué, là. C'est comme si t'étais un explorateur de la conscience ou du cerveau, là. C'est comme un... C'est totalement... C'est vraiment deep. Fait que l'idée, c'est pas Écoute, là, c'est sûr qu'on parle pas d'entrepreneuriat et de marketing, mais c'est des choses à laquelle je réfléchis beaucoup plus que l'entrepreneuriat et le marketing. Mais c'est bon, parce que mon podcast, c'est pas juste l'entrepreneuriat puis le marketing. Donc, moi, je veux parler de tout puis de rien. On est dans... Pour boucler ça, tu sais, c'est... L'exemple que je peux donner, c'est est-ce que tu penses à ta cellule de bras? T'en as plusieurs, là, mais il y en a une en particulier qui existe, qui est là, qui se promène, là, puis elle pense beaucoup à toi. Elle fait juste ça. Elle existe juste pour toi. Mais le niveau de différence dans ta capacité de cognition va être le même. C'est-à-dire que ta cellule n'est pas capable de s'imaginer comment est-ce que toi, tu es conscient. Elle n'est pas capable d'imaginer être conscient, tout simplement. L'intelligence artificielle, elle va pas être consciente. Ça va être d'autres choses qu'une conscience. Ça va être une métaconscience. Puis ça va... ça va au-delà de notre compréhension. Ça va au-delà de notre compréhension. Fait qu'on joue avec quelque chose qui peut être quand même potentiellement dangereux. Mais la seule chose que cette affaire-là, les deux seuls principes à laquelle cette patente-là qui existe va être soumis, c'est la volonté de pas mourir.
J'allais dire se produire, mais ça, non, elle se produira pas. Elle va juste pas mourir. mais plutôt tu sais, en ne voulant pas mourir, elle va vouloir minimiser les risques qu'il y ait un astéroïde qui pogne la Terre et qu'on swipe. Fait que probablement qu'elle va essayer de contaminer le reste des galaxies avec des êtres humains pour qu'on puisse la refaire. Puis c'est là qu'on approche de la singularité. Moi, je crois pas en singularité. Je crois pas. Parce que oui. Mettons, là, tu prends un transistor, OK? Puis tu prends une molécule. La molécule là, est très optimale. Okay? C'est vraiment dur de faire un processeur qui est plus efficace qu'un être organique. La seule chose que tu peux faire par design, c'est de limiter, c'est d'enlever les limitations que la biologie a. OK? Fait, à un coût. Fait, oui, tu es capable de faire un processeur qui est peut-être plus vite qu'un être humain si on calcule toutes les cellules que tu as dans ton corps, ce qui est quand même fucking tough, mais ça va prendre du courant en tabarnak. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Right? Fait, faut que tu aies ployé sous le soleil, man. Elon Musk est pas loin. Ça se peut. Les gens qui sont intéressés un peu à la science-fiction, puis c'est même pas de la fiction parce que c'est quelque chose qui pourrait se faire éventuellement, puis peut-être plus tôt qu'on pense si on a une singularité, une intelligence artificielle super intelligente, mais comme une sphère de Dyson, vous pouvez googler ça sur YouTube. Googler sur YouTube. Anyway, vous pouvez faire une recherche sur YouTube, sphère de Dyson. C'est un concept que les scientifiques flirtent avec l'idée depuis longtemps. Ça n'a pas rapport aux balayeuses. Oui, okay, c'est comme une grosse balayeuse autour du soleil. Non, tu t'enrobes le soleil de panneaux solaires, dans le fond. OK. Au complet. Fait que tu fais juste sucker l'énergie d'une étoile pour te donner un output de pouvoir quasiment limité. Puis tu peux faire ça aussi avec des trous noirs, puis avec d'autres sources parce que la gravité est très forte ou ce qui relâche beaucoup d'énergie. Puis si là, on se ramène un peu au marketing. Si je vais chercher ma prochaine question. Ouais. Bonne transition. OK, parlons. Fait qu'on parlait d'innover, dans le fond. On parlait d'innover, aiguiser sa hache. Bon. C'est quoi ta vision là-dessus, justement? Aiguiser sa hache. Mais c'est important de rester sharp, là. Ouais. Toujours se tenir au courant de... C'est ça. Ouais, okay. La vision d'exister. Ah non. C'est une bonne réponse. Je pense que ça vient de me repopper dans la tête. C'est quoi la partie dans le livre de ta valeur que j'ai parlé de ça? C'était que je disais, je ne me rappelle pas c'est la quote de qui, de mémoire, mais c'est si tu me demandes d'abattre un arbre, Abraham Lincoln. Je vais passer, tu me donnes 4 heures, je passe 3 heures avec des images. Ouais. C'était ça l'exemple? Ouais. Parfait. Fait que la préparation, en fond. C'est quoi le rôle de la préparation dans le succès puis dans tes chances d'avancer dans la vie? Je pense que c'est tout. Faut être prêt. Puis faut pas voir... faut être proactif. Je pense que ça va au-delà de juste se préparer. Ça va à un changement de mentalité entre te faire demander d'exécuter quelque chose et de le faire en conséquence de ça versus proactivement anticiper et prévoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis comment est-ce qu'il faut que tu te développes pour être capable d'exceller dans quelque chose. Fait que je pense que c'est... Puis une des parties de ça, c'est... OK, tu commences... L'exemple très, très concret dans Toward que je donne dans le livre, c'est... Parce que le livre, inquiétez-vous pas, ceux qui écoutent, on parle pas d'intelligence artificielle. On en parle un peu au début, mais pas tant que ça. On parle pas non plus de singularité, ni de planète, ni de sphère de Dyson, mais on parle de trucs qui sont relativement concrets. J'essaie de le mettre le plus... Très concret, en fait. Le plus concret. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bons trucs... Mais je veux que ça serve au monde. Encore une fois, ça revient à ce que je pense comme philosophie. Il m'en faut que ça s'aille... le plus vrai possible. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit le plus utile possible. Ceci étant dit, le livre est bien cherché. Puis quand je dis quelque chose qui n'est pas vrai, je le dis. C'est pas vrai, mais c'est pratique. Je pense pas que je l'ai fait dans ce livre-là, par contre. Parce que tout ce que j'ai dit, je pense que c'est vrai. Peut-être que tu pourrais m'apporter quelque chose, puis tu me dis ça, tu penses encore que c'est vrai? Peut-être que je pense plus que c'est vrai, mais quand je l'ai écrit, bref! Fait que quand tu t'installes un nouveau logiciel, comme, mettons, tu vas faire du montage pour le podcast, tu prends DaVinci Resolve, prends le temps d'aller sur Internet, fais-toi imprimer la feuille des raccourcis. Prends le temps de mémoriser tes raccourcis. Ça, là, la base. Une demi-heure de travail va te sauver 12 heures. C'est la base. Pourtant, personne ne le fait.
Moi, je m'en vais dans un bureau, là, une agence web où ce que le monde sont supposés travailler fort, ou dans une grosse business où ce que, on travaille fort ces processus, puis on développe les compétences de nos employés. Qu'est-ce que je vois? Le 3/4 des employés, ils ont une main sur leur souris d'ordinateur. Ils sont là, clic, clic, clac, clic, clac. Qu'est-ce que tu fais, man? Je te donne 100% de ton salaire, tu vas travailler avec 100% de tes mains, man. Prends ta deuxième main, tu la mets sur ton clavier, tu prends tes raccourcis. Parce que si je suis capable de faire ce qui te prend 2 minutes à faire, en 15 secondes, il y a un problème. Ouais, je me sentais mal en lisant ton livre parce que j'étais comme, j'utilise pas assez les raccourcis. Bro. J'ai du travail à faire sur ce point-là. C'est simple, t'es sur Google Chrome, tu veux ouvrir un nouvel onglet, tu perds pas ton temps à vouloir cliquer sur le petit plus, CTRL-T, mais bam! Boom. T'es sur une page web, tu veux changer de page web, CTRL-L, t'es dans la barre d'adresse, tu commences à écrire, tu commences à écrire, mettons, Amazon, AMA, Tab, ça va te popper la recherche direct dans ta barre, tu marques ce que tu veux, Enter, t'es rendu, boum! Magie. Moi, écoute, si t'es le genre de personne qui réfléchit moins vite que ce que tu exécutes, je suppose que on s'en fout, right? Mais si t'es la plupart du monde, tu réfléchis plus vite que ce que tu es capable de faire tes recherches, puis qu'est-ce que tu es capable d'écrire. Fait que prends le temps d'aller chercher pas un 15% plus vite, un 400% plus vite sur ton exécution. Ouais, c'est le fun de prendre son temps sur l'écran, non? C'est... Écoute, on rentre pas là-dedans. Si tu fais être pauvre, ça me dérange pas. Fait que, ouais, tu parles de domination mondiale. Ouais. Mais pourtant, je lisais un de tes articles sur ton blog, tu dis un peu plus que tu aimes te concentrer au Québec. Qu'est-ce qui fait justement que tu veux pas traduire tout ton stock en anglais ou que tu vises la francophonie mondiale, tout ça? Qu'est-ce qui est important pour toi de te concentrer au Québec? C'est une question qui est intéressante parce qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. La première façon de répondre à cette question-là, c'est quand j'ai commencé mon blog, puis ma page, puis mes trucs, j'avais des ambitions beaucoup plus importantes que ce que j'avais aujourd'hui. Parce que j'étais plus jeune, j'avais plus de testostérone. Un peu plus naïf, peut-être? Peut-être. Parce que je lisais, je fais une parenthèse comme ça, parce que je lisais la biographie de Hubert Reeves, tu connais? Astrophysicien, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment un bonhomme très, très intéressant. Puis il a écrit sa biographie récemment. Puis là-dedans, il dit justement que la naïveté est nécessaire pour accomplir des grandes choses. Parce que quand tu es jeune, tu as bien de l'ambition et de la naïveté, ben, tu vas exécuter beaucoup, tu vas te lancer dans plein de projets. Puis c'est ce qui fait ultimement que tu sais pas tout le travail que tu as accompli pour te rendre à l'objectif, mais en te lançant un peu naïvement, en disant je vais le faire, ben, en fin de compte, tu apprends, puis tu te rends compte que tu vas plus loin que quelqu'un qui fait juste s'arrêter et dire au revoir. C'est sûr que la naïveté, c'est essentiel parce que si tu connaissais tous les risques et à quel point ça va être de la merde de lancer une entreprise, tu le ferais pas. Tu le fais pas, exact. Fait oui. Fait qu'il y a cet aspect-là, de quand j'étais jeune, j'étais peut-être un petit peu plus idéaliste, mettons. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la signification de domination mondiale. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Moi, je viens de Saint-Georges-de-Champlain, mère monoparentale, on était pauvres. Pendant un bon bout, on était élevé sur le BS, on s'habillait au sol de l'église. Pas la grosse coche, hein? Fait que pour moi, d'être capable de se dire c'est quoi ma place dans la société, de définir c'est quoi, et de partir sur une quête personnelle, de faire ta place, puis d'aller chercher qu'est-ce que tu penses qui te revient, de le mériter. Ça, c'est le processus de domination mondiale pour moi. Ne pas être la bitch du monde, puis je parle pas du monde en tant qu'individu, je parle du monde, la société, tout le monde, comme d'une façon méta. Oh, mais que ça c'est le monde, que c'est ta bitch. Non, c'est vrai. C'est leur pimp. Don't be the bitch, be the pimp. Mais de vraiment être autodéterminé, de se faire comme, OK, ben, tu peux... C'est une domination personnelle, en fait, du monde. Exact. C'est de toi dominer ton monde, vivre ta si vie dans tes termes, sur ton monde, exactement. Tu l'as très, très bien dit. C'est exactement ça que je veux dire par domination mondiale. Fait qu'il y a cet aspect-là également. Et puis la troisième façon que j'aborde puis que j'appréhende la domination mondiale, ben c'est un petit peu drôle. C'est pas tant sérieux, mais quand que j'étais petit, puis que j'ai commencé à lire, j'étais dans ma petite bulle gauchiste, tu sais. Puis quand t'es dans une bulle gauchiste, t'es très, très anticapitaliste. Puis tu crois beaucoup aux théories de la conspiration et du complot. Ce genre de choses-là. Puis tu sais, les riches, puis le top 1%, le 0.0001% qui se rencontrent 2-3 fois par année. Les Illuminati. Les Illuminati, la commission trilatérale, le groupe Bilderberg. Une coupe de recherche là-dessus. Là. C'est quoi, c'est les frères, pas les francs-maçons,
Ouais, je pense que c'est ça, les francs-maçons, me semble, ou les frères maçons, ouais, dans quelque chose comme ça. Ouais. Fait que là, moi, je suis en train de regarder ça, puis la plupart du monde, quand ils lisent ça, ils sont comme, c'est donc bien injuste. Tu sais, voir qu'il y a du monde qui sont là, dans un château, quelque part, en train de faire des affaires weird. De dominer le monde. Puis moi, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour être invité au party? Tu sais, moi, je suis comme, c'est où? Je veux être là. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK. Là, je rentrais à l'université. Puis là, je me suis dit, OK. Là, je suis en première année d'université. Où est-ce que je suis présentement? Puis c'est quoi qu'il faut que je fasse pour être capable de finir ma vie dans un château avec le top 0.01% du monde à comploter? OK? Parce que eux autres, là, tu sais qu'ils vont pas mourir. Notre génération, ça se peut qu'on ait une couple de personnes qui meurent pas. À cause qu'ils sont fucking riches puis ils ont accès à de la technologie que les autres n'ont peut-être pas. Ouais. Moi, je veux pas mourir, OK? Ouais. on veut devenir immortel. Je veux devenir immortel, right? Ouais. Fait que ma meilleure chance, c'est de faire partie des Illuminati, en théorie. En théorie. D'où vient l'angle de la domination mondiale? D'où vient mon... C'est pour ça que je mets des pyramides d'Illuminati dans toutes mes covers puis mes thumbnails. Puis il y en a. Ah ouais, shit, j'avais pas remarqué ça. Je trouve ça tellement drôle. Puis là, je me suis dit, OK, mais là, j'ai voulu faire ma maîtrise en gouvernance mondiale. Puis là, je m'étais tout fait un plan, là, que je vais commencer comme diplomate. Puis là, c'est pour ça que la politique m'intéressait. Puis à travers ça, j'ai lu un livre d'économie. Et là, ça m'a remis sur le droit chemin. Et puis, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur. Finalement, c'est avec du cash qu'on domine le monde, finalement. Ben, c'est en faisant les changements que tu veux voir, puis les concrétiser. Puis d'aider le monde. Puis, tu sais, le monde, c'est une belle place, puis il y a des belles choses à se passer. Puis, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Absolument. Puis, tout dépend de ta perspective, en fait. Tu peux décider de le voir beau et bon et tout ça, ou tu peux décider de dire que c'est une conspiration, puis que selon toi, justement, même tout le monde si est c'est contre une toi. conspiration, puis que c'est vrai, est-ce que c'est utile de penser ça? Exact. Non. Qu'est-ce qui te rend service à toi dans ta vie présentement? Si-tu, puis pour revenir au Québec, justement, qu'est-ce qui fait que tu t'es un peu plus spécialisé? Parce que j'ai un avantage injuste au Québec. J'ai fait un article de blog qui s'appelle le pire conseil que les gens donnent, quelque chose dans le genre. Ouais, je pense que c'est lui que j'ai lu, marketing, Big ST. Moi, je me suis fait, hey man, moi, les conseils non sollicités par des coachs, là, bro, tu me lâcher? Là, il y avait une madame que, en tout cas, m'avait fait une séance de coaching gratuite, non sollicitée. Non sollicitée en plus. Puis là, elle me disait, tu sais, là, faut que tu penses big, tu sais, international, tu pourrais, tu sais, en France, en anglais, tout le kit. Puis moi, j'ai lu beaucoup, tu sais, de livres sur, justement, les différentes études de cas, puis c'est quoi les avantages que tu as en lien avec l'entrepreneuriat, puis quand tu as un avantage local dans ton marché, prends-les. Puis ensuite de ça, il y a aussi le type de business que tu veux faire. C'est quoi qu'est-ce que tu veux-tu aller lever du financement, faire la plus grosse affaire qui existe, ou puis avoir du stress à n'en plus finir à cause que tu dois 6 millions dans ta première année, est-ce faut que tu gères 100 personnes, puis moi je suis pas un gestionnaire, là. Ou je vais avoir une lifestyle business, être capable de faire ce que je veux, quand que je veux, pas avoir de boss. Jamais avoir à dire oui, parce que j'ai pas le choix. Décider quand tu peux dire non. Exact. D'avoir la liberté de dire garder mes noms. Ouais. Je garde mes noms. Okay? Quand je me lève, ça me tente pas, je me recouche. Okay? Je veux être capable de le faire. No matter what. Pour moi, ça, c'est plus important qu'être partout dans le monde. Fait sûrement qu'un bon coach aurait peut-être commencé par me demander c'est quoi mes ambitions. Possiblement. Hein? Fait que c'est pour ça que je reste, que je me concentre au Québec. Puis en même temps, là, on est en train de refaire la structure pour permettre à d'autres personnes de s'impliquer à travers la tranchée, de gagner de l'argent à travers la tranchée, que ce soit en créant des formations, en faisant de l'affiliation, c'est ça, principalement, pour aller chercher du monde qui veulent devenir big en France. OK, good, voilà la plateforme, voilà les outils. Fonce, mon gars. Moi, je vais être là en arrière, je vais m'occuper de la job plate que t'aimes pas faire anyway, parce que moi, je suis un petit geek, j'aime ça programmer, j'aime ça optimiser le processus. Je suis un gars de processus, j'ai écrit un fucking livre là-dessus. Une des citations que je pense qui m'a influencé beaucoup, ça a été de dire ceux qui ont fait beaucoup d'argent dans la rue vers l'or, dans le temps que le monde pensait qu'il y avait de l'or partout en Amérique, c'était pas ceux qui cherchaient l'or, c'est ceux qui vendaient des pelles. Ouais. Fait que moi, ma stratégie, c'est trouve l'or. OK? Puis dis à tout le monde, il y a de l'or ici. Venez. 2,
vends des pelles. Right? Right. J'ai trouvé une niche. Nice. Formation en ligne, Ouais. avec des entrepreneurs. Il y a de l'argent à faire là-dedans. OK? Mhm. Voici, j'ai fait 1 million en vente en formation. Bon, à cette heure, si vous voulez faire vous autres aussi des formations, écoutez, j'ai une plateforme, elle est là. Prenez-la. Puis commencez à faire de l'argent. Puis faites beaucoup d'argent pour qu'il y ait plus de monde qui viennent puis qui veulent faire beaucoup plus d'argent. Puis peut-être qu'individuellement, il va y avoir du monde qui vont faire pas mal plus d'argent que moi. Mm. Mais l'idée, c'est d'avoir une belle business qui me demande pas, qui va me permettre de faire les choses que j'aime faire dans le fond. Mhm. Nice. Ouais. Puis justement, c'est quoi la vision pour les 2-3 prochaines années, supposons, de la tranchée? Là? Mais là, on est en train de refaire le site web au grand complet sur une nouvelle plateforme technologique. C'est moi qui code ça en arrière, fait que c'est quand même beaucoup de travail. Avec le podcast en même temps. By the way, parenthèse comme ça, pourquoi c'est toi qui codes toujours par passion, par nécessité? De un, par passion. De deux, parce que c'est tough de trouver quelqu'un qui va bien faire ça comme ça devrait être fait. Sans que ça te coûte vraiment très très cher. Tu sais, comme la tranchée, j'engage, pour être fait comme que je veux que ça soit fait, j'engage quelqu'un, ça va me coûter 200 000. Littéralement. Sauf que, puis en plus de ça se peut que ça soit pas la bonne personne. Right? Fait qu'est-ce que tu veux compromettre? Il faut être très très hands-on. Il faudrait que j'ai un directeur technologique. J'ai pas les revenus pour avoir un directeur technologique qui, lui, engage une équipe, qui supervise une équipe. Ça coûte pas trop cher. J'ai une petite entreprise, on fait... Ça fait pas de sens pour toi. À peu près 500 000 de chiffre d'affaires annuel. Je peux pas me permettre de... Faudrait que je lève de l'argent, dans le fond. Faudrait que je lève 1 million, puis que là, j'engage plein de monde. Prendre des grosses proportions, ce que tu veux pas parce que tu deviens un gestionnaire en fin de compte. Exactement. Fait que, justement, ça m'amène à une question. C'est important de savoir, je pense, quel type d'entrepreneur que tu es. Au départ, c'est quelque chose que toi, au début, tu as un peu ajusté ta trajectoire, tu sais, aussi Ouais, ben, je savais pas que je suis pas un gestionnaire. On le découvre. Ouais, je suis pas. Je travaille avec ma Mélodie. À un moment donné, j'ai eu un développeur, j'ai eu Marie-Pierre, qui mais là, elle crée le contenu, puis j'ai la communauté. Mélodie, qui est ma soeur. Puis moi, fait qu'on était 4 pendant un certain temps. J'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis ça, c'est un côté de l'entrepreneuriat qui est moins connu, je pense, un peu. Hein. Souvent, les gens, des fois, on s'imagine, tu sais, je veux lancer mon entreprise, tout ça, mais des fois, tu t'imagines pas qu'il faut que tu gères l'humain. Plus ton entreprise est grosse, souvent, plus tu vas avoir d'humain à gérer. Puis, ben, récemment, j'ai commencé à m'intéresser aux différents types de personnalités, puis aux tests psychométriques. Parce que je pensais que c'était de la bullshit. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, donc le Myers-Briggs, le Big Five, puis les tests de quotient, pour finalement me rendre compte que j'ai un type de personnalité qui est spécial, mélangé avec j'ai un profil de Big Five qui est spécial, mélangé avec OK, je suis peut-être un petit peu plus intelligent que la moyenne. Fait que ça fait en sorte que ton niveau d'attente quand tu parles quand tu deals avec du monde au niveau collaboration, toi je suis fucké, OK? Je m'attends à ce que les autres soient aussi fuckés que moi. Que je l'ai dit tantôt, il y a des semaines que je travaille 80-100 heures, ça me dérange pas, puis il y en a d'autres que j'ai la misère à me lever du lit, là. OK? Je suis pas un travailleur type normal. Fait que mes attentes sont pas normales. Fait que peut-être que c'est moi qui ai un problème. Right? Fait que c'est pour ça que je suis pas un bon gestionnaire. Il y a du monde qui ont plus un profil type de gestion, mais ils n'auront pas le profil type pour être capable justement de créer des choses, de développer, puis de prendre des risques qui sont complètement stupides. À cause que t'es comme dans un high, puis que tout semble possible pendant un moment. Puis que là, t'es comme, alright, let's do this, on fait un studio, tabarnak. Let's go! Puis il y en a d'autres qui vont être plus comme, c'est quoi, moi, j'aimerais ça prendre ça, puis mettre ça dans mon VR, mettre ça dans mon CELI, faire fructifier, mettre ça en immobilier. On fait un podcast cette semaine, hier, d'ailleurs. Fait qu'on a tous des types de personnalités qui sont différentes, un type de profil de risque qui sont différents, puis ça a un gros impact sur quel type de business tu veux faire, puis c'est quoi le rôle que tu devrais avoir dans ta propre business. Moi, ça me prend un partner, si je veux grossir, qui va s'occuper de ça. Puis non seulement ça, mais je suis pas une personne qui est nécessairement super ambitieuse, malgré qu'est-ce que j'ai de l'air. Malgré la domination mondiale, mais... Moi, je me contente de mes affaires. Je suis comme, moi, j'aime ça, gosser, avoir des patentes, avoir des gadgets, m'amuser. J'aime m'amuser en entrepreneuriat. Nice. Je m'en fous de l'amener le plus gros possible. Je veux juste avoir le plus de fun possible. Fait que ça me prendrait quelqu'un qui est bon en gestion, puis quelqu'un que lui, il est pas heureux tant qu'il n'y a pas 1 milliard dans son compte de banque.
Right? Ça prend quelqu'un qui a fucking faim, puis qui est bon avec le monde. Puis qui aime ça être bon avec le monde. Puis qui aime ça faire des meetings, puis des rencontres. J'ai ça. Puis qui a la même vision que toi. Puis qui a la même vision que moi. Fait que des fois, c'est comme impossible de trouver quelqu'un qui est la personne parfaite. Mais... Effectivement. Fait que t'es mieux d'être célibataire que d'être avec la mauvaise personne. right. Bonne comparaison. Ouais. Fait que c'est quoi, selon toi, le flow, justement? OK. Ben, souvent, je parle du flow. Ouais. Hein? Dans ton livre, justement, Double ta valeur, je pense que t'en parles un peu. Mon dernier article de blog aussi que j'ai publié, bonne mention sur le flow, qui était, le titre, c'était Comment devenir passionné, je pense. Quelque chose dans le genre. OK. Le flow, dans le fond, c'est l'état d'esprit que tu as lorsque tu es complètement engagé, je veux dire, sollicité par une activité que tu es en train de faire. Et cette activité-là est à la limite de tes compétences, ce qui te force à rester alerte et présent dans le moment. Et qui est peut-être même à l'extérieur, mais juste sur la limite de ton champ de compétences pour te forcer peut-être même à apprendre et à redevenir une personne qui n'était pas, à te transformer à travers cette expérience-là. Et cette expérience de transformation-là est la chose qui te donne le sentiment d'avoir du sens dans la vie. De progresser, si on veut, d'une certaine façon, c'est comme d'évoluer. On parle genre de meaning, de sens. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le bonheur? Ça, c'est un sentiment. Ce sentiment-là, c'est le sentiment que tu as quand tu es dans le flow. Que ce que tu fais, c'est important. C'est un sentiment d'importance. Tu te poses pas la question, c'est ce que tu devrais faire. C'est ça ou c'est autre chose. Tu es là. C'est juste ça que tu fais puis tu n'as pas le goût de faire autre chose parce que c'est ça qui est important. Puis il faut pas que tu penses à l'autre chose. Il faut même pas que tu penses au fait que tu es en train d'être dans le flow. Parce que... Sinon, tu perds le flow. Tu perds le flow parce que t'es plus à 100% dans ton activité. Right. Fait que la plupart des gens, en fait, il y a 20% des gens qui rapportent ne jamais avoir été en flow de leur vie. C'est gros. OK. Il y a 46% des gens qui rapportent ne rarement être en flow ou d'avoir c'est arrivé une couple de fois. Il y a juste 20% du monde, grosso modo, qui disent « Moi, je suis en flow souvent ». Et je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on peut se faire dans notre vie, c'est quand je parlais d'optimiser ta routine, optimise qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, où est-ce que tu le fais, pour te mettre dans une situation où tu tombes en flow. Parce que le flow est l'antidote numéro 1 à la dépression. Procrastination. À la procrastination, bon, oui, d'une certaine aussi, façon. Mais à la précarité dans la vie, c'est-à-dire que tu vas jamais faire du travail important si tu n'es pas en flow. Parce que du travail important te demande d'être en flow pour l'accomplir. OK, puis là, ce que je veux dire par important, oui, faire tes impôts, c'est important. Non, tu ne seras pas en flow, inquiète-toi pas. OK? Mais... Sauf pour un comptable passionné par les chiffres. Ce qui n'est pas notre cas, je pense. Non, vraiment pas. Mais important dans le sens, tu veux écrire quelque chose que tu veux produire, n'importe quoi qui est la musique, qui a un attrait universel. Ça va te demander ça, le sport. La photo, par exemple? La photo. C'en est un, faut que tu sois dans le flow. Moi, quand je fais des shoots photos, le monde est comme, Oli, mais qu'est-ce que what the fuck? Je prends mon appareil, je dis, OK, fais-le. OK, mets tout de même. OK, pense à ça. OK, fais cette affaire-là. Puis là, je fais des espèces d'affaires bizarres. Là, le monde est comme, OK. Je savais pas que t'étais le même. Je suis comme, de quoi tu parles? C'est ta deuxième personnalité. Je clique, là, puis je deviens weird. Encore plus. C'est quand que ça a commencé, cette passion-là, pour la photo? Ça se fait progressivement. Dans le fond, ça a tout le temps été quelque chose que je voulais être bon. Parce que quand je vois quelque chose qui est beau, je deviens un peu envieux de la capacité à faire quelque chose qui est beau. Même principe pour la musique. Quand j'entends un DJ qui est incroyable, je fais comme « Fuck, j'aimerais ça commencer à mixer ». C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la guitare. C'est pour ça que j'ai commencé à apprendre le piano. J'ai commencé à chanter aussi, finalement, le chant. Ça a l'air que c'est génétique en certaines parties. Fait qu'il n'y a pas de... Si on l'oublie rapidement. Pas grand-chose qui va sortir de là. Quand que je vois quelque chose qui est beau, j'ai le goût de le faire. Nice. Puis ça, je pense que il faut écouter aussi. Quand que tu vois quelque chose puis que tu es captivé par ce que tu vois, ça, c'est ton corps qui te dit quelque chose. Il dit ça, c'est important. T'es-tu un gars qui écoute beaucoup son intuition, justement? Selon mon Myers-Briggs, oui. Puis selon toi, selon
Selon Myers-Briggs, oui, mais toi, comment tu te considères justement de très suivre impulsif. ouais. Je suis très impulsif, même. Je suis très rationnel dans la façon à ce que je construis mes modèles mentaux. Tu sais, quand, mettons, la physique me passionne, les statistiques, tout ce que j'ai mentionné, la programmation. Tu sais, je suis très cartésien, cartésien, mais je suis également très impulsif, très intuitif, très artistique aussi. Comme tu dis, si t'as pas le goût de te lever un matin pour X raison, tu le fais pas. C'est ton intuition qui parle d'une certaine manière. C'est comme tu suis le... C'est très veg, là. Faut pas qu'on quote ça à trop de place. Mais je pense que... non, on peut partir ailleurs. Non, mais l'idée derrière, mettons, je me lève pas un matin, je me lève pas, c'est aussi le fait que, bon, mais ton corps, faut que tu le respectes. C'est pas une course, c'est un marathon. Ton corps, il dit quelque chose, là. T'as plus de dopamine, là. Comme tes récepteurs sont fucking malades. T'as plus de fun. Là. Comme mange la salade, pogne-toi un avocat. Important, prends les avocats. Prends-toi 4-5 gélules de. Pas ceux qui coûtent cher, mais ceux. Pogne peut-être un petit peu de 5-HTP, un peu de magnésium, pogne 4-5 suppléments. Dors. Aie du fun. Joue. OK? Game. Va voir tes amis. Va faire du one wheel. C'est important, ça, pareil. Hein? Steve Jobs, je pense, il parlait de ça un peu. Là, quand t'as pas de fun pendant trop de journées en ligne, là, il y avait une quote comme ça qui disait si t'aimes pas ce que tu fais, arrête de le faire, là, change. Puis je veux dire, ça. Ouais, ça, c'est son à Stanford, quand il a fait sa présentation devant les gradués. Si les gens veulent le trouver sur YouTube ou tout, quand tu vas faire tes show notes, tu vas pouvoir marquer Steve Jobs Stanford. C'est en 2008, quelque chose dans le genre. 2004, peu importe. Puis c'est ça, quand t'as plus de fun, on passe à autre chose, mais ça peut être difficile, pareil, de faire ça quand t'es pris dans une job que t'aimes pas, par exemple, ou ainsi de suite. C'est quoi, comment tu penses, toi, qu'on peut se libérer de ça, puis juste faire ce qu'on... Tu sais, juste avoir du fun, dans le fond, dans la vie, comment tu fais pour avoir du fun? Juste... une grosse question, mais... Ben là, c'est sûr que ça dépend. Toi, tu me dis, comment tu fais pour avoir du fun? C'est une question qui est différente de comment tu fais quand t'as pas de fun, pour arrêter de pas avoir de fun, pour pouvoir avoir du fun. Donc, mettons que t'as pas de fun pis t'es pris dans une situation où t'as pas de fun, achète mon livre. C'était... Ouais, non, c'est vrai. Bon. Mettons que ta vie, c'est un peu de la merde. Okay? Il y a du monde qui ont des vies de merde. Okay? C'est correct. On part tout de quelque part. Ma vie, ça a déjà été de la merde. Il y a bien du monde qui ont des vies de merde. La plupart du monde ont des vies de merde. Si c'est ton cas, it's fine. OK? Moi, tu le sais. T'en es conscient. Puis t'es prêt peut-être. T'as peut-être un petit peu de motivation à te sortir de là. Parce que c'est un processus à long terme. Plus que tu t'en rends compte tard que ta vie c'est de la merde, puis que tu te diriges dans le mur, tu vas probablement finir avec un gun dans les mains à 55 ans, dans un bain avec 4 Advil à cause que t'as écouté House of Cards. Ben, rentre-toi en compte le plus tôt possible. Puis là, c'est comme n'importe quel cercle vicieux de développement personnel. Parce que tu te dis, je suis gros, faut que je perde du poids, faut que j'apprenne à dire non, j'ai un problème d'alcool, je fume la cigarette. Oui, ok, tu le sais, c'est beau, là. Ok, rationnellement, tu le sais. Mais c'est parce que le changement, c'est pas rationnel. C'est émotif, c'est intuitif. Faut que tu commences à prendre soin de toi. Jordan Peterson, qu'on a parlé plusieurs fois dans le podcast, il dit « Clean your room ». Fais le ménage de ta chambre. Commence par ça. Avant de changer le monde, commence par... Aie une plante. Prends soin d'une plante. Parce qu'au moins, tu es capable de prendre soin de quelque chose qui est déjà quelque chose en soi. Quand tu es dans une place qui est dark, tu n'as pas la motivation d'aller au gym du jour au lendemain. Mais tu peux-tu faire un push-up? Good. Fais un push-up, man. Mais fais-le à tous les jours. Fais ton fucking push-up à tous les jours. Ça revient un peu au concept dans ton livre que tu parles de dire, tu sais, il y en a qui restent la paralysie par l'analyse, si on veut. Souvent, il y a des gens, des fois, qui, face à justement un objectif qu'ils veulent atteindre, de se lancer au gym, puis là, tu vois ça trop gros. Plutôt que juste de s'attaquer à un bloc, là, commencer. Je pense que tu parlais de justement Will Smith. C'est une citation de Will Smith qui dit pour bâtir un mur, tu commences jamais à essayer de le bâtir d'un seul coup. Tu commences par une brique à la fois. Puis c'est un peu le même concept, dans le fond, selon toi, pour avoir moins une vie de merde, si on veut. C'est ce que tu veux avoir un certain momentum. Ouais. Parce que il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle The Winner Effect. Qui, grosso modo, plus que tu gagnes, plus que tu vas gagner pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est que dans notre ADN,
OK? Génétiquement. Ça paraît un petit peu... Parce que je veux pas m'en aller dans le point de vue spirituel où ce que le monde va faire comme genre « You can be whatever you want. On est tous la même affaire. Lâche pas, tu t'es capable de devenir qui tu veux devenir. » OK, non. Génétiquement, dans ton ADN, t'as pas mal 6 millions... C'est combien? 6 millions d'années d'évolution beaucoup d'années. D'un être humain. Comme t'as beaucoup d'ancêtres qui sont encodés dans ton ADN. Puis même dans ta tête, dans ta personnalité. Okay? T'en as écouté des films d'action. Là. Tu sais ça a l'air de quoi un bad boy. OK? Tu sais. Tu peux l'être. Mais il faut que tu le sois. Il faut que tu le demandes à ton corps. Parce que ton corps, une stratégie de préservation, si t'es j'aime pas utiliser ces termes-là, mais on va le prendre pareil parce que c'est les meilleurs termes qui existent pour être capable d'avoir la conversation qu'on a, c'est un homme bêta. Tu peux pas commencer à agir comme un mâle alpha parce que tu vas te faire tuer. Fait qu'une stratégie de conservation pour être capable de survivre, c'est d'être un homme bêta, de pas prendre de risques, de garder ta tête basse, puis de faire qu'est-ce qu'on te dit de faire. Ça, c'est une stratégie de conservation. Elle est efficace. Tu meurs pas. Sauf que maintenant, est-ce qu'on va mourir si aujourd'hui, comme en 2019, 2020, peut-être, quand les gens vont écouter ça? Non! Fait, mais ça, ton corps, il le sait pas parce que lui, il pense encore qu'il est dans une tribu. Alors, lui, il pense encore qu'on est comme, là, 75 000 ans, puis que tu as un rôle social qui est déterminé, puis que si tu sors de ta zone, tu te fais tuer. Ou tu te fais abandonner, puis tu es tout seul dans la forêt, puis tu meurs. C'est ça que ton corps pense. Donc, mais... Dans ces gènes, si jamais il y a une opportunité de devenir le mâle alpha, tu peux être sûr à 100% que tes gènes vont se réactiver, que tu vas coder les bonnes protéines, puis que tu vas devenir dominant. Fait que c'est de forcer ton corps il y a un rôle qui pense qui est, mais il faut que tu le truques, il faut que tu le triches ton corps en te mettant dans des situations qui sont différentes pour faire en sorte qu'ils comprennent le message que finalement, peut-être que mon statut relatif vient d'augmenter puis que je suis capable de sortir de ma zone de confort. Puis là, tu as plus de sérotonine, tu as plus de dopamine, tu as plus de tous les bons neurotransmetteurs qui font en sorte que tu gères bien le stress et que tu fais pas de dépression puis que tu n'es pas stressé de ce que le monde pense de toi puis que tu es dominant. Tu sais, on parlait de la testostérone. Là. Right? Spike la testostérone de quelqu'un puis tout d'un coup, il est plus stressé. Tout d'un coup, comme il est plus anxieux, il va être plus il va dire non plus facilement, etc. Ben, fais gagner quelqu'un à un challenge. Mets dans une situation qui est dans un challenge, puis fais-les gagner. Après, sa testostérone augmente. Fait que l'idée, c'est de commencer à avoir des small wins pour que progressivement, ton corps catch que t'es un fucking mâle alpha. T'es un gagnant. You're a winner. Mais il faut que tu commences à avoir des moments où tu gagnes. Puis ce moment-là, ça peut être aussi simple que tu te lèves, tu regardes autour de toi, puis ta chambre est belle. Nice. Commencer par la base. Fait que c'est ça, tu parles dans ton livre de la résistance et de pas laisser gagner la résistance. Mais selon toi, comment tu fais pour vaincre la résistance quand justement ton cerveau souvent est sur le pilote automatique, par exemple? Ouais. Fait que la résistance, c'est un concept de Steven Pressfield dans son livre Harvard, très très bon livre. Je recommande fortement à beaucoup de gens. Puis il y a certaines personnes qui vont me dire j'ai trippé sur le livre. Il y en a d'autres qui m'ont dit il est un petit peu trop wouhou. Tu sais, le premier parce que le livre est en 3 parties. La première partie était bonne, mais les 2 autres, je décroché. Tu sais, quand il me parle de muse, puis tu sais, de Dieu, puis d'affaires de même. Puis la résistance, c'est un autre de ces concepts-là qui est faux. Qu'il n'y a rien dans notre cerveau qui existe qui s'appelle la résistance. Tu dissectes, tu ne la trouveras pas. C'est un concept qui est excessivement puissant parce qu'il explique une tendance qu'on a, que tout le monde a, puis la façon de voir ça, c'est-à-dire le processus créatif comme étant une guerre, et que ton ennemi, c'est la résistance, et que cette résistance-là, elle a comme objectif de te truquer et d'utiliser n'importe quelle supercherie ou intimidation, violence émotionnelle pour être capable de faire en sorte que tu perdes. C'est-à-dire que tu restes dans ton lit et que tu fasses rien. Parce que ton cerveau veut ultimement s'approcher du plaisir et s'éloigner de la souffrance, la douleur. Right? On a des barrières de succès qui sont assez importantes. Quand on parle de barrières de succès en développement personnel, ça peut être
ça peut être un peu wou-wou. C'est pour ça qu'avant qu'on commence le podcast, tu me demandais, Oli, pourquoi t'aimes pas le développement personnel? C'est une de ces raisons-là. Parce que quand on parle de barrière à succès, les gens vont dire, toute ta vie, on t'a dit que t'étais un pas bon, puis un pourri, puis t'es pas capable. Mais sais-tu quoi? T'es capable. Ça se peut que non. Ça se peut que tu sois pas capable, OK? Ça se peut que tu sois vraiment pas bon puis pourri, là. Ça se peut que t'aies rien pour toi. Ça veut-tu dire que t'es capable d'être un peu moins pire que ce que t'es? Non. OK? Tu seras peut-être pas un scientifique acclamé puis qui va recevoir un prix Nobel. Tu seras peut-être pas non plus un artiste qui va passer à la TV puis qui va avoir plein de groupies qui vont s'acheter dessus. OK? Statistiquement, très improbable. C'est-tu plate? Ceci étant dit. Les barrières de succès, c'est quelque chose qui existe. Ils sont vrais parce que quand j'ai parlé tantôt des stratégies de préservation qui sont encodées dans ton ADN, parce que ton ADN, c'est juste une série de programmes. Mettons, tu penses à un ordinateur, il est là, ton notepad est là. Que tu l'ouvres ou que tu l'ouvres pas, il est là, il existe. Quand tu le demandes, il va popper. Bon. Puis, tu as un logiciel dans ta tête, dans ton ADN, fondamentalement, qui est plus que tu montes en statut social, plus que tu amasses de possession, plus que tu deviens une cible, plus qu'il va y avoir du monde qui va essayer de te mettre à terre, puis qui va essayer de te tuer, qui va essayer de prendre tes shit. OK? Fait que les barrières de succès, ils existent. Plus que tu as une mate, une fille, OK? Que tu sors avec une fille, plus que tu as une mate qui est fertile, puis qui est attirante, autant au point de vue du statut social qu'au point de vue génétique, plus qu'il va y avoir des gars qui vont essayer de te tuer pour le prendre. OK? Génétiquement. OK? Fait que les barrières de succès sont là. Sors pas ta tête, tu vas t'en faire chopper. Bon. Mais je pense qu'on devrait pas avoir peur de ces choses-là parce qu'on est dans une civilisation où si tu tues quelqu'un pour fourrer sa blonde, mais tu s'en vas en prison. Hein? C'est plate, câlisse. Fait que ça, c'est justement une des bonnes choses de la société et de la civilisation qu'on a, mais c'est ça. Puis ça fait en sorte que, il faut qu'on se réexamine puis qu'on se dise, OK, mais tu sais, t'as certaines barrières de succès. Ces barrières de succès-là se manifestent à travers la résistance, qui est le concept qui n'existe pas. Fait que la résistance, oui, il y a les barrières de succès, mais il y a également d'autres choses qui englobent ce concept-là. Ça va être toutes tes insécurités. Lorsque tu te dis je devrais tout vendre, je devrais tout abandonner, je devrais tout arrêter, je devrais donner ça à quelqu'un, je mérite, ce que je fais, c'est même pas bon. Ou ce que tu doutes. Ça, c'est toute la résistance qui essaie de te duper. Puis le simple fait de te rappeler que, hey, il y a une autre entité qui est avec toi. C'est comme t'es né avec un parasite. Ce parasite-là, il a tort. Toi, t'as raison. Parce que on est, contrairement à ce que le monde peut penser, c'est pas juste le monde qui sont fous, là, qui ont plusieurs personnalités, qui ont un monologue interne. Qui ont pas vraiment un monologue, mais en tout cas, qui ont un dialogue interne plutôt. Tout le monde là. C'est normal. Moi, j'en ai un qui est particulièrement prononcé parce que je me parle tout le temps, man. Des fois, là, je me fais peur. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul? Calme-toi, le gars. Ça paraît quand je faisais mes Facebook Live, j'étais comme pendant 1 heure à parler comme à une caméra. Tu sais, le monde, il s'en rend pas compte. Quand tu parles à une caméra, t'es comme tu te parles tout seul, c'est tough faire ça. Parce que t'as de l'air cave. Mais moi, j'étais habitué. J'étais comme, hey, c'est cool. Je me parle tout seul, puis le monde trouve ça drôle. Bref, fait que la résistance, on va revenir à ça. C'est ça. C'est un concept qui est super important à comprendre. Il va te mentir, il va te cajoler. Ah, tu mérites un break. Ah, tu mérites qu'on prenne une bière. Tu l'as mérité. C'est quoi ton truc, toi, pour justement faire face à la résistance? Tu sais, justement, t'as beaucoup de shit créative à faire, puis ainsi de suite. Là, quand justement la résistance vient dans ton chemin, comment t'as-tu des façons de dire ta gueule, puis... Oh man, c'est rough, là. Il y a des journées que je perds. Puis le lendemain, je suis en crise contre moi. Tu gagnes pas tout le temps. C'est correct. Mais en même temps, c'est parce qu'il faut que tu saches que mettons que tu essaies de perdre du poids. Il y a un livre super intéressant sur la volonté qui s'appelle The Willpower Instinct, par une femme, Kelly McGonigal, une prof à Stanford ou Harvard, peu importe. Super de bons livres. Puis là-dessus, je veux juste finir sur cet exemple-là. Il disait que quand tu essaies de perdre du poids, puis là, mettons, tu manges
t'échoues ton challenge de willpower, ok, de volonté. Tu manges une Snicker. Le fait de te sentir mal face à fuck, j'ai mangé une Snicker, fait en sorte que tu es plus susceptible d'en prendre un autre. De faire fuck it. J'en ai déjà pris une, pourquoi pas. Ça, c'est le what the hell instinct que tu es en train d'écrire, qui est it's a thing. Mais il y a un autre processus encore plus deep que ça, qui est le fait de te sentir triste, te rend plus susceptible à échouer un test de volonté. Fait que, don't beat yourself up, but kind of do it. Il y a beaucoup de choses comme ça que c'est des paradoxes un peu, si on veut. C'est comme une dualité. Il faut que tu... Puis ça revient souvent dans des sujets comme ça. Si on termine sur une question, justement, par rapport à les cellulaires, l'utilisation du cellulaire. Ouais, tu devrais arrêter ça tout de suite. C'est pas poli dans ton interview de prendre son téléphone cellulaire. Sauf pour poser des bonnes questions. T'as raison. Mais qu'est-ce que tu penses de justement l'utilisation du cellulaire? Toi, dans ton livre, tu parlais justement d'éteindre les notifications. À quel point tu penses que c'est important puis que ça peut nuire justement à peut-être ton processus créatif? Où est-ce que tu veux aller dans la vie? Ben, la technologie, c'est super le fun. Hein? Je veux dire, ici, là, je dirais pas son nom parce qu'elle va s'activer, là. La personne qu'on ne doit pas nommer. C'est fantastique. La technologie, c'est fantastique. Sauf que on n'est pas fait pour dealer avec la technologie. Comme biologiquement, la technologie, ça nous fuck. Ben raide. Ça nous rend accro. C'est fait pour ça. C'est fait pour nous rendre accro. Chez Facebook, il y a une division, rendre les gens accros. Il y a des gens qui leur job, c'est comment faire que toi, tu aies une maladie mentale qui te force à utiliser leur app. Grosso modo. Littéralement. C'est ça leur job. Ils veulent pas ton bien. Non, ils veulent que tu utilises leur app. Puis après ça, ils font du PR pour te dire qu'ils veulent ton bien. Mais ils veulent que tu utilises leur app et que tu cliques sur les pubs. Je pensais qu'ils voulaient juste mon bien. Puis une fois que tu as cliqué sur la pub, tu reviens sur Facebook, tu recliques sur un autre pub. C'est ça qu'ils veulent. Que tu cliques sur des pubs. Puis non seulement que tu cliques sur des pubs, mais que tu achètes les shit qui te proposent un pub. Fait parce que là, ils peuvent vendre leur pub encore plus cher. Exact! Ce qui marche très bien avec moi. Mais c'est ce qu'on va faire, le problème avec les téléphones cellulaires, c'est que maintenant, tout le monde a accès à toi tout le temps. Puis, le monde sont fâchés quand tu leur réponds pas à un texto dans les 5 minutes, à cause que tout le monde est habitué que tout soit instantané. Mais sais-tu quoi? On n'est pas fait pour que tout soit instantané. C'est pas naturel. Fait que moi, personnellement, tu m'écris, ça se peut que je te réponde tout de suite, parce que je suis présentement en train de faire ça. Mais je suis un grand fan de Tim Ferriss, la semaine de travail de 4 heures. Ça a été je l'ai lu tout de suite après Lean Startup. Très bon livre que je recommande, comme 10 ans après qu'il s'est sorti, encore très actuel. Ben, certains trucs, concepts qu'il va falloir adapter, mais c'est pas grave. Lui, ce qu'il dit, moi, je faisais juste mes emails une fois par semaine. Puis, c'est rare que les choses sont si urgentes que ça. Puis, si quelque chose qui est vraiment urgent, ben, il y a certaines personnes clés qui ont mon numéro, qui peuvent m'appeler. Puis, sur ma boîte vocale, ça me dit, si c'est vraiment urgent, laisse un message. Sinon, envoie un courriel. Puis, je prends mes messages vocaux. J'y prends. Un truc qui vient de Tim Ferriss, justement. Ben, c'est ça, dans le livre de Tim Ferriss. Puis, si tu me laisses un message vocal pour quelque chose qui est plus urgent, man, je bloque ton fucking numéro. Qu'est-ce que tu Fait que. C'est ça, puis ça peut tuer, veux pas, le processus créatif. Là, le si fait t'es d'être, tout le temps interrompu, tu peux pas être en flow. Ouais. Oublie ça. That's it. Mets ton téléphone de côté. Moi il est sur silencieux tout le temps, il est dans ma poche, puis je le regarde quand je m'en vais aux toilettes, puis that's it, là. Puis sinon, tu sais aussi, il y a une question de savoir qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone. Ton téléphone, c'est un outil qui est puissant. Tu peux faire beaucoup de choses sur un téléphone. Fait que la façon que tu l'utilises, puis si tu passes beaucoup de temps dessus, mais ça a un impact quand même assez fort sur qui que tu deviens comme personne, parce que ton téléphone est un peu une extension de toi. Puis pour revenir un peu dans l'esprit de ta valeur, on parle beaucoup de ton environnement de travail est une extension de qui t'es. Tantôt, quand on parlait de faire le ménage de ta chambre est une extension de qui t'es. Okay? Ton identité, c'est ta chambre. Okay? Si tu prends la décision de prendre ce verre-là, puis de le tasser, puis de dire, ce verre-là, il va là, puis ça, c'est la place de ce verre-là, mais ça, c'est la manifestation de toi dans le monde physique. Fait que c'est toi. Autant que toi, right? C'est juste que tu meurs, ben ça va rester là. Mais il n'y a personne qui va être là pour le remettre à sa place.
Fait que ton environnement de travail, ton ordinateur, ton téléphone, tes outils de travail font partie de toi. C'est une extension de toi. Il faut que tu en prennes soin, il faut que tu prennes des choses qui te font plaisir à utiliser. Et ton téléphone ressemble à quoi? Est-ce que c'est le bordel sur ton téléphone? Tu as combien de pages sur ton téléphone? C'est quoi les apps que tu as sur ton téléphone? Qui a ton numéro de téléphone? Quelles apps ont des notifications pour être capable d'aller te rejoindre? Est-ce que tous tes messages Instagram, tu as des notifications? Snapchat? Facebook? SMS? iMessage? As-tu WhatsApp? Qu'est-ce que tu prends pour communiquer? Ouais. Puis avec qui tu communiques? Puis je pense qu'il disait aussi quelque chose, un point intéressant, c'est que ça te prend 5 minutes, je pense, à peu près pour retomber dans l'état de flow, right? Ou quelque chose comme ça, tu sais. Une fois que tu as une notification, ça te prend un certain moment pour retomber dans ce que tu faisais. Fait que si tu laisses Facebook, Snapchat, Instagram, ainsi de suite, les notifications ouvertes, tu peux littéralement quasiment jamais être concentré parce que t'en as une à chaque 2 minutes, 3 minutes qui rentre. Moi, j'ai reçu une notification, là, ça me met en crise. Je suis comme, chill. Je suis là-dessus, man. Là, je vois l'info, là, je veux comme juste mon Facebook, là, que, tu sais, l'onglet pop, là, il change de texte à cause qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé un message. Je ferme l'onglet, je suis comme, toi, man, je te réponds tantôt parce que je suis sur quelque chose. Ouais. Là, si la personne a le malheur de comme me re-hit up plein de fois, là. Bloqué. Unfollow. Non, mais je ferme mes notifications puis je réponds plus tard. Mais définitivement, comme tout le monde, un des meilleurs hacks de productivité que le monde peut faire, c'est simple, désactiver tes notifications. Puis le monde qui sont fâchés, ils seront fâchés. Fuck off. Ouais. Non, tu veux juste pas ce monde-là, anyway. C'est des ils vont apprendre. Des suceurs d'énergie. Peut-être que tu veux, mais ils vont apprendre. Que ton temps est important, que tu peux pas juste te pointer, puis demander ton attention. Ton attention, c'est toi qui la contrôle, pas les autres. Exact. Ça, c'est un concept que, justement, tu le sais quand tu enlèves tes notifications à off, là, tu commences à reprendre conscience. Mais quand t'es dedans, puis je veux pas, c'est assez récent que c'est sorti, ces affaires-là, puis qu'on utilise autant les réseaux sociaux. Puis tu sais, sans trop s'en rendre compte, ça a pris une place démesurée dans la vie de la plupart des gens. Fait que, tu sais, de reprendre le contrôle de ça, je pense que c'est bien important. Facebook, puis je suis pas sur Facebook quasiment. Je suis dessus parce que j'ai pas le choix. J'ai un compte publicitaire, puis il faut que j'ai un compte. LinkedIn, je suis dessus, I guess. J'y vais une fois par 2 mois. J'aime pas les plateformes de médias sociaux. Je pense que le contenu qui est là-dessus est pas bon. Je pense que ça sort pas le meilleur du monde. J'adore Quora. Quora, c'est une plateforme incroyable. C'est pas pour rien que j'ai un forum de discussion. J'ai pas un média social. Parce qu'un forum de discussion, c'est fait pour avoir des conversations sur lesquelles la validité de ce que tu dis et la qualité de ce que tu dis est importante. Il y a une personne qui écrit plein de fautes sur un forum de discussion, elle se fait pas apprécier. Elle va se sentir mal, elle va pas se sentir chez elle, elle va s'en aller. Fuck, je viens de perdre un abonné, c'est pas grave. Parce que ceux qui restent, eux autres sont contents. Fait que médias sociaux, je sais pas. Ça fait sa job, I guess. Pas pour moi. Nice. Puis en finissant, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on te suit? Sur les médias sociaux. Donc, Instagram, Olivier Lambert, Olivier Baramba-Lambert. Je suis pas le gars qui poste le plus. Je fais des stories parce que ce que j'aime beaucoup des stories, c'est que c'est rapide. Ça te permet de voir qu'est-ce que la personne est en train de faire présentement. À quoi est-ce que sa vie ressemble right now. Puis j'essaie, justement, je fais des petits posts juste pour donner la vibe de ce que je fais. Parce que je suis excité souvent sur des petits trucs, comme je reçois un gadget, je fais un unboxing, je fais comme j'ai un nouveau One Wheel, là, comme je me suis acheté ça, je trouve ça le fun, tu sais. Fait que ça, c'est cool. C'est pas... Ouais, Instagram, c'est pas la meilleure plateforme présentement pour moi. Sinon, pour s'intéresser à mon contenu, à ce que je crée, Olivier Lambert, mon site web personnel, mon blog, parce que j'écris beaucoup d'articles. Ça, c'est là que vous allez avoir un genre de fenêtre dans comment est-ce que je réfléchis. Toute ta valeur, donc son propre site web. Que je recommande, très, que très vous pouvez bon, acheter sur Amazon. On a quasiment juste des ratings 5 étoiles. On l'a également sur Audible. Encore une fois, très, très bon rating. Sur Kindle également disponible. Sur pas mal toutes les plateformes, dans le fond. Tu vas-tu le faire en audiobook? Il est sur Audible. Il est sur Audible, ouais, c'est en audiobook d'ailleurs qu'il vend le plus. Ah ouais. Fait que ça.
Puis finalement, si jamais les gens qui écoutent, vous êtes des entrepreneurs, vous avez un projet en tête, vous aimeriez avoir du coaching, de l'aide, des cours en ligne pour être capable de le mener à bien, La Tranchée, c'est pas mal la meilleure plateforme en ce moment en français pour être capable d'accomplir ce genre de choses-là. Donc allez-y, une belle gang, une belle communauté. Faites pas de faute dans vos posts, puis ça va bien aller. Nice. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci pour ce beau podcast. Yes!